22 218 197, c'est le nombre de citoyens ivoiriens qui ont moins de 35 ans. 22 218 000 sur un total de 29 300 000 habitants, soit plus de 75%. Et ces jeunes sont pétris de talent, ils ont de l'énergie, tout ce qu'il faut en tout cas pour pousser la Côte d'Ivoire en avant. Le président Alassane Ouattara dit croire en leur capacité à contribuer au développement du pays. Il a donc décidé de faire de l'année 2023 celle de la jeunesse, une année où les jeunes seront plus formés, ils auront accès à l'emploi et leurs projets seront financés. En 2023, les jeunes de Côte d'Ivoire verront leur engagement citoyen renforcé avec des conditions d'épanouissement améliorées. Ce 25 juillet, nous avons décidé de faire un point, un premier bilan. Il est à mi-parcours. Un programme jeune a été élaboré par le gouvernement. Dans quelle proportion a-t-il évolué dans sa mise en œuvre à la fin du mois de juin passé? Et voilà la question principale qui sera au centre de l'émission spéciale de ce soir. Nous avons 3 invités. C'est inhabituel, mais l'occasion s'y prête bien. 3 membres du gouvernement, donc, pour nous instruire sur l'évolution du PGGouv, le programme jeunesse du gouvernement Côte d'Ivoire 2023-2025. En tant que ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, son département assure la tutelle du PGGouv. C'est Mamadou Touré. Et à ses côtés, on a les ministres Kofi Nguesson de l'enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage, et Paulin Claude Danhaut des sports. Bonsoir, messieurs les ministres. Pour échanger avec vous, je serai en compagnie de Marc Yévo, journaliste professionnel, journaliste chevronné depuis une vingtaine d'années. Il est chef du service société à Fraternité Matin. Bonsoir Marc. Bonsoir Anza. Bienvenue. Si vous le permettez, messieurs les ministres, on va repartir du tout début, au commencement. C'était le 31 décembre 2022. Le chef de l'État s'adressait ainsi à la nation. 31 décembre 2022. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, fait une annonce importante dans son traditionnel discours de Nouvel An. La jeunesse est au cœur de ce message. J'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Je répète, 2023 sera l'année de la jeunesse. Le 25 avril 2023, les choses se précisent. Alassane Ouattara réitère son annonce en présentant son plan Marshall pour l'année de la jeunesse. Un important fonds est dégagé pour sa mise en œuvre. Chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Pour concrétiser cette volonté, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, investit le terrain. Avec lui, 20 autres ministres, notamment celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et le ministre des Sports. Parmi les nombreuses actions posées, l'on enregistre le financement de projets, la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance, la formation, l'apprentissage au métier et l'insertion socio-professionnelle. 6 mois plus tard, quel bilan? Messieurs les ministres, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le chef de l'État s'est donc exprimé le 31 décembre, un peu plus de 6 mois après. Vous avez le sentiment que les jeunes sont heureux, messieurs les ministres. Mais avant, monsieur le ministre, je voudrais que vous nous situiez d'abord le contexte. Le contexte a été situé par l'élément télé. Le 31 décembre, le chef de l'État a décidé donc de faire l'année 2023 l'année de la jeunesse. Comme on l'a dit, après donc, cette décision du chef de l'État et ses orientations, le Premier ministre, le chef du gouvernement, a présidé plusieurs réunions interministérielles à la suite donc, de consultations avec donc, les jeunes. Et l'ensemble de ces réunions interministérielles, en plus des consultations, donc, aboutit à un document adopté le 22 mars donc, 2023, programme jeune du gouvernement 2023-2025. Et ce programme reprend l'ensemble des initiatives au niveau gouvernemental. 21 ministères ont contribué donc, à ce document sur la période 2023-2025. 1 500 000 jeunes comme objectif donc, à impacter pour un peu plus de 1118 milliards de francs CFA. Pour la seule année 2023, qui est l'année de la jeunesse, l'objectif est d'impacter 700 000 jeunes au 31 décembre 2023 avec donc, des financements qui vont se chiffrer autour donc, de
361 milliards de francs CFA. Je précise que dans les 361 milliards de francs CFA, 99 milliards sont consacrés aux infrastructures, que ce soit au niveau de l'enseignement technique avec les études techniques et professionnelles, que ce soit au niveau donc, du sport, ou bien certaines infrastructures, institutions socio-éducatives, même au niveau du ministère de la Famille, donc les IFF qui sont donc construits, etc. Donc voici un peu globalement donc, le contexte donc, de ce programme Jeunes du gouvernement qui est en cours d'élaboration. D'accord, et nous sommes à mi-parcours, hein. Oui. Nous sommes le 25 juillet aujourd'hui. C'est bon, vous avez le sentiment que tout avance comme il faut? Écoutez, le regard critique doit être porté à deux niveaux. En tant que ministre, et ça je passe sous le contrôle de mes collègues membres du gouvernement, nous avons le sentiment que nous-mêmes et nos équipes avons d'abord travaillé à sortir un document cohérent, un document avec des actions très précises, mesurables donc dans le temps, chiffrées. Et avec nos équipes, nous avons le sentiment que les choses avancent. On aura l'occasion donc d'en parler. Ensuite, il y a ceux à qui cela s'adresse. Donc, ce sont les jeunes. Je pense qu'on a donc certains jeunes sur le plateau qui pourraient s'exprimer sur donc, le niveau de satisfaction et les attentes nouvelles. En gros, je peux dire, oui, le PGGouv avance bien. Nous avions 3 axes, formation, insertion professionnelle et entrepreneuriat pour le premier axe, l'engagement civique et citoyen des jeunes pour le second axe et l'amélioration donc, du bien-être et l'épanouissement des jeunes pour le troisième axe. Dans chacun de ces axes, des initiatives ont été menées par différents ministères sectoriels et l'émission nous donnera l'occasion d'aller plus en détail sur les résultats obtenus. Et pour la mise en œuvre de ce programme Jeunes, plusieurs ministères sont concernés, une vingtaine au total, Oui. 21, y compris vous-même qui en assurez la tutelle. Oui. Quel est le rôle de chacun d'entre vous? Vous, Monsieur le ministre des Sports, d'abord. Je pense que le cadre est bien cerné aujourd'hui. Le sport, pour le gouvernement, devait être source de création de bien-être pour les Ivoiriens d'une manière générale. Le sport doit rassembler les Ivoiriens, consolider le tissu social, mais aussi le sport doit être source de création d'opportunités de richesse. C'est en creusant cette niche, comme l'a indiqué le ministre en charge de la jeunesse, qu'il nous est apparu nécessaire d'identifier 23 secteurs très pertinents, très demandés, et nous avons élargi cette plateforme à 33 métiers que nous avons clairement identifiés comme des sources potentiels et des gisements potentiels de métiers pour les jeunes. Ce qui nous a permis de décliner un programme étudié en liaison avec le ministère de l'Enseignement technique de 5000 postes à pourvoir. 5000 postes déclinés dans des postes d'encadrement, des postes de formateurs et des postes de moniteurs de sport. Ce sont des métiers qui sont recherchés aujourd'hui pour lesquels il fallait trouver des jeunes à former et à insérer. Ce programme a été lancé, a été étudié, a été lancé avec beaucoup d'enthousiasme. En moins de 15 jours, nous sommes arrivés à 12 500 jeunes déterminés à embrasser ces métiers du sport. Alors, à partir du mois d'août, nous allons procéder à la sélection sur ces 12 000 jeunes, sur l'ensemble du territoire national. 12 500 jeunes, nous allons donc sélectionner 5 000 qui vont être formés, encadrés et insérés dans le tissu social. Un quart vont suivre le processus de l'auto-emploi et seront adressés à l'agence emploi jeune. Et les 3 quarts seront directement insérés avec les partenaires que nous avons identifiés dans le tissu social de l'écosystème du sport. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la balle est lancée. Et la machine est bien lancée. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours. Et beaucoup de jeunes ont compris que le sport peut devenir aussi une rampe de lancement social pour eux. Donc c'est pour dire que ce programme social du gouvernement, concernant spécifiquement les jeunes, le programme Jeunes du gouvernement, concernant la niche du sport, a été clairement identifié. Les métiers, les centres de formation, les curricula qui vont être sanctionnés par un CQP ont été... Certificat de qualification professionnelle. Tout cela a été bien analysé, bien étudié. Nous sommes en vitesse de croisière et nous sommes convaincus que dans les prochains jours, nous devrons pouvoir présenter ces jeunes en position d'être employés. Et les jeunes dont vous parlez, 5000 jeunes, ils ont été recrutés le mois dernier. Non, c'est 12 500 qui sont inscrits, qui sont dans la phase de sélection. Et 5000 vont à partir du 8 août, nous allons sélectionner 5000 qui commenceront la formation le 14 août
Et les formations vont durer de 3 à 6 mois en fonction des profils de métiers qui ont été identifiés. Et ça sera sélectionné, sanctionné par un CQP. Et les voies d'insertion ont été indiquées. Nous allons avoir la voie d'insertion à travers les guichets emploi jeunes et le processus mis en place par le ministère de la promotion de la jeunesse. Et les autres vont être directement récupérés par les partenaires qui ont exprimé le besoin d'embaucher ces jeunes. Nous avons un petit élément pour vous. Si la réalisation est prête, on va y aller. Programme de formation de 5000 jeunes dans les métiers des sports. Ce programme de formation vise à donner aux jeunes des qualifications reconnues et valorisées avec des parcours de formation normés et solides. La perspective est d'offrir à 5000 jeunes âgés de 18 à 40 ans de réelles chances d'insertion socio-professionnelle dans 28 métiers des sports, entre autres moniteurs sportifs, moniteur de fitness, maître nageur sauveteur, vendeur d'articles de sport au détail, gestionnaire d'équipements et installations sportives, reporter photographe, agent de maintenance, réparation et entretien de pelouses naturelles synthétiques, agent d'entretien et de maintenance de piscines, secouriste, etc. Les formations sanctionnées du certificat de qualification professionnelle se dérouleront dans 26 localités de la Côte d'Ivoire, disposant d'un établissement d'enseignement technique et professionnel. Pour la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement investira la somme de 4 294 750 000 francs CFA. Monsieur Nguessan, nous allons en venir à vous, votre ministère, et vous allez nous dire combien de jeunes sans qualification déjà on a sur l'échiquier national. Oui, je crois que le gouvernement, en s'attaquant à ce dossier extrêmement important, fait face à une population de jeunes qui se chiffre entre 4 et 6 millions de jeunes qui sont soit diplômés sans emploi, soit déscolarisés, soit malheureusement qui n'ont pas été scolarisés, soit mal insérés en activité. Donc c'est une population relativement importante dont les ministères ici présents et d'autres ministères ont en charge de pouvoir donner une formation et donner aussi une certaine insertion. Nous, à notre niveau, au niveau du ministère, nous avons créé l'école de la deuxième chance. L'essence de cette école, c'est juste se former en masse et insérer directement. Donc on a eu quelques activités durant l'année 2023, mais ça a bien commencé en 2022, puisque la première opération que nous avons eue, l'avons réalisée en co-construction, l'a construite avec le ministère en charge de la jeunesse, et ça concernait la grande distribution. Au niveau de la grande distribution, on a ciblé 5 métiers. Les vendeurs en boulangerie, les vendeurs en fruits et légumes, les vendeurs en charcuterie, les vendeurs en poissonnerie et les employés polyvalents. Et donc, on a été saisi par les entreprises de la grande distribution. Nous avons approché le ministère en charge de la jeunesse et nous avons construit ce programme qui a permis à 125 jeunes d'être formés rapidement et d'être insérés. Et en 2023, nous sommes sur la deuxième vague de cette opération qui va concerner plus de 300 jeunes qui ont été déjà formés et qui attendent d'être insérés. Certains sont déjà insérés et un nombre relativement réduit va l'être probablement dans quelques semaines, puisque les jeunes ont déjà cette expérience parce qu'ils ont été formés, ils ont eu la théorie, ils ont eu la formation pratique dans les entreprises et sont outillés pour venir pour travailler. Vous, votre rôle en tant que ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, c'est quoi votre rôle dans ce programme Jeunes gouvernement? Nous sommes l'opérateur de la formation. Je vous donne un exemple simple. Pour les 5000 jeunes qui seront formés dans les métiers du sport, nous avons travaillé à la construction de ce programme. Et donc, les jeunes, les métiers ont été identifiés. Nos inspecteurs et formateurs ont construit, élaboré les référentiels, c'est-à-dire le contenu des formations. Nous avons les installations, les infrastructures. Lorsque les jeunes seront recrutés, on va les répartir dans nos établissements et nos enseignants, avec certains experts, vont leur donner les enseignements de façon théorique et la pratique se fera sur le terrain. Je crois que nous sommes, en tant que ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, nous constituons la partie opération formation dans ce processus. D'accord. Marquez-vous.
Oui, monsieur le ministre, vous annoncez une population de plus de 6 millions de jeunes concernés par cette activité, par la reconversion. Mais lorsque vous nous indiquez un nombre de 125 jeunes ou 300 jeunes formés, ne pensez pas, monsieur le ministre, que c'est vraiment un grain de sable dans la mer face à l'importance même du projet? Oui, je crois que c'est une excellente question. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les 6 millions de jeunes ont été constitués dans le temps. Comprenez? Pour adresser cette question, c'est vrai, il faut avoir des idées, il faut avoir ces processus de formation, il faut passer à échelle, mais ça se fait dans le temps. Nous avons commencé en 2022 et progressivement, en contactant les entreprises, en rentrant dans le secteur productif, en recherchant les niches pour lesquelles les demandes sont relativement fortes, on va adresser ce problème dans le temps. C'est vrai que quand on dit 125, 600, 5000, ça paraît faible. Mais si vous multipliez ces 6000, ces actions, par le nombre d'entreprises dans différents secteurs, vous allez probablement arriver à un chiffre relativement important. Donc c'est la somme de tout ça qui va permettre d'adresser ce problème dans le temps. Mais figurez-vous qu'aucune entreprise ne peut recruter 1 million de jeunes du coup pour ces activités. Si prenons aujourd'hui un secteur qui est vraiment porteur, l'agriculture. Avec le ministère en charge de l'agriculture, nous sommes en train de travailler pour recruter de nombreux jeunes, les former aux métiers liés à l'agriculture, afin que ces jeunes non seulement puissent s'installer pour leur propre compte, mais soient aussi employés dans le secteur agro-industrie. Et donc, c'est progressivement que nous prospectons, nous élaborons les référentiels, nous recrutons, et nous formons et nous plaçons. Mais ça va prendre un peu de temps. Non, je vais juste faire une précision. Préciser que dans le PG Gouv, vous avez 21 ministères qui contribuent. Sur le programme global de formation, il y a certes les initiatives du ministère de l'enseignement technique, mais on a aussi d'autres. Je ne veux pas que les oreilles retiennent qu'il n'y a que 600 personnes. Je veux dire qu'en termes de bilan, aujourd'hui, nous sommes à plus de 51 000 jeunes qui ont été formés en 6 mois. Ça, c'est important donc de le préciser. Et dans ces 51 000 jeunes formés dans différents secteurs d'activité, y compris celui donc, du ministre de l'Enseignement technique, du ministre de l'économie numérique, de la ministre donc, de la Culture, etc. Donc le chiffre qu'il faut retenir, c'est que nous avons donc, en 6 mois un peu plus de 51 000 jeunes qui ont bénéficié donc, de divers programmes donc, de formation. Dans ces 51 000, on intègre donc, les 5 000 donc, du métier des sports, plus des jeunes que le ministre adresse. Ensuite, ce dont le ministre parle, c'est les programmes de formation par apprentissage, etc. Mais si vous prenez par rapport au volume de jeunes qui a été donné par le ministre, en dehors des programmes spécifiques, vous avez quand même, on a la responsabilité donc, de formation de ces jeunes dans les lycées professionnels et les lycées techniques, mais ça c'est plus d'une centaine de milliers de jeunes qui sont aujourd'hui donc en formation dans ces établissements. Et l'idée au bout, c'est qu'après ces formations, avec les diplômes qu'ils auront, ces jeunes puissent s'insérer donc, sur le marché du travail. Donc, sur la formation, pour me résumer de façon globale, avec les contributions de tous les ministères sectoriels, nous sommes aujourd'hui plus précisément à 51 770 jeunes qui ont été formés donc, en 6 mois. L'école de la deuxième chance, c'est donc toutes les formations alternatives pour aider les jeunes à s'en sortir, concernant tous les 21 ministères. Oui, l'école de la deuxième chance, ça a été dit par mon collègue, ce sont toutes les solutions alternatives de formation. Déjà au niveau donc les formations par apprentissage, menées essentiellement par le ministère de l'Enseignement technique, les formations de reconversion et de réqualification menées par nous-mêmes, mais par d'autres ministères, parce que ce que nous allons faire avec le ministère des Sports, ce sont des solutions alternatives de formation donc à des jeunes qui sont sur le marché du travail, qui n'arrivent pas à avoir du boulot, mais qui peuvent l'avoir dans le secteur du sport. On aura à peu près le même chiffre, 5 000 jeunes à former dans le métier donc, du tourisme. Mon collègue de l'économie numérique a mis en place un programme où on vise à peu près 50 000 jeunes qui seront formés donc, dans le domaine donc, du numérique. Donc, en plus des efforts du ministère de l'Enseignement technique, c'est tout ce dispositif qui constitue le code de la deuxième chance. Oui, monsieur le ministre, je suis tenté de vous demander comment s'est fait le recrutement ou l'identification de ces jeunes-là. Parce que c'est des grands chiffres que vous avancez. 51 000 jeunes formés en 6 mois, on les trouve où? On les recrute comment? Et puis, je veux un peu comprendre le processus. Mes collègues pourraient compléter. Je pense que mon collègue des sports l'a dit. L'inscription en ligne. Vous avez d'abord l'inscription en ligne.
l'inscription dans nos représentations. Il s'agit pour nous essentiellement donc, de l'Alliance Emploi Jeune, mais des établissements donc, de formation professionnelle, de l'INJS ou d'autres structures. Donc, et il y a aussi de la publicité autour donc, de ces formations. Nous n'avons lancé aucune formation sans avoir fait de la publicité, c'est-à-dire des campagnes d'annonces et inviter les jeunes donc, à s'inscrire. Aujourd'hui, la liste donc, de ces 51 777 jeunes est disponible et peut être consultée donc, par le public. Donc voilà un peu, on a fait en sorte que ce programme soit totalement transparent. Et je pense que chaque ministère agit en son sein pour que justement on ait une approche totalement transparente et que tous les jeunes sur l'ensemble du territoire national, ça a été dit par mon collègue, puissent avoir l'égalité de chances en termes d'accès au programme donc, de formation. Je crois peut-être, si vous permettez, je crois que, vous savez, dans ce milieu, on parle de 4 à 6 millions de jeunes diplômés sans emploi, mais les jeunes aussi sont très curieux, ils sont à la recherche d'emploi. Lorsque vous faites la publicité de ce type de programme, mais en l'espace d'une semaine, comme le disait monsieur le ministre Daopoulin, vous avez des milliers de jeunes qui s'inscrivent en fonction de leur background, de leur profil, en fonction de leur capacité. Donc je crois qu'il y a des inscriptions en ligne, il y a des amis qui informent. Donc très rapidement, je crois que le problème n'est pas tellement les inscriptions, c'est comment, à la fin, pour les postes que nous avons, comment on sélectionne sans frustrer les jeunes. Je crois qu'ils sont relativement nombreux à s'inscrire avec des profils relativement intéressants. Pour revenir à l'école de la deuxième chance, nous avons recruté pas mal de jeunes pour des profils, là où on a demandé le BEPC, ce sont des bacheliers qui sont venus. C'est-à-dire que, mais les formations sont de durée relativement courte, mais très intéressantes parce qu'avec ce niveau, la formation va très rapidement. Et donc, je pense que l'école de la deuxième chance est une vraie opportunité pour ces jeunes à un certain niveau de se reconvertir en compétences et de pouvoir s'insérer. Et vous, à votre niveau, vous n'avez pas que l'école de la deuxième chance comme programme, vous avez aussi l'Académie des talents. Je crois que c'est l'Académie des talents, vous savez, on est en face de 2 types de populations. Tous ces jeunes qui sont déjà diplômés et qui sont sortis du système de formation, et tous ces jeunes, cette population de jeunes en formation actuelle. Pour ces jeunes, nous avons, avec mes collaborateurs, nous avons monté l'Académie des talents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un programme qui vise aujourd'hui, à refaire le dispositif de formation. Un programme qui vise à renforcer les capacités des formateurs. Un programme qui vise à refaire aussi les relations que nous avons avec le secteur productif. Parce que, initialement, aujourd'hui, tout le monde dit on a le diplôme, on n'a pas l'emploi. Parce qu'il y a une adéquation entre la formation et l'emploi. Comment on met les deux ensemble? Mais pour mettre les deux ensemble, on a d'abord été chercher les partenaires employeurs. De quel profil les employeurs ont besoin? Une fois qu'on est situé sur la qualité et le profil, on va maintenant monter le référentiel métier pour permettre cette adéquation recherchée entre la formation qui va être délivrée en synergie avec le monde du travail, avec les experts, les employeurs et nous-mêmes. Donc je crois que l'Académie des talents, c'est aussi ça, c'est permettre cette réforme de notre système, de sorte qu'il y ait non plus des jeunes qu'on va former dorénavant qui vont aller encore grossir l'école de la deuxième chance, mais des jeunes qui vont aller directement avoir leur chance et qui vont travailler directement parce qu'on aura d'abord identifié à travers les réformes les profils recherchés et formés en conséquence. Donc on forme en fonction maintenant du marché du travail. Et là, ça devient une chance pour tout le monde. Une chance pour tout le monde. Monsieur le ministre, face à la nation, à défaut de le considérer comme un slogan, l'école de la deuxième chance, qu'est-ce que c'est concrètement? Oui. Et les premiers résultats? Oui. L'école de la deuxième chance, c'est simple. Vous savez, aujourd'hui, notre système, ce n'est pas un système qui est propre à la Côte d'Ivoire, c'est propre vraiment à tous les pays francophones. On a formé une élite dans les universités, on a formé dans les écoles, on a formé même, nous, dans nos lycées professionnels, on a formé des jeunes qui sont arrivés sur le marché. Mais curieusement, on se dit, le profil recherché par le milieu professionnel n'est pas celui que vous avez mis sur le marché. Donc, ces jeunes se retrouvent avec des diplômes, des maîtrises, se retrouvent avec des licences, avec des BTS, avec des brevets de techniciens, avec des CAP, et ne sont pas employés, ne sont pas employables. Alors, face à cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons, avec les partenaires, imaginé, ce n'est pas nouveau, hein, on se dit, est-ce qu'on peut réécrire les programmes et former ces jeunes à la compétence?
est-ce que nous savons sur le marché du travail le profil qui est recherché? Si on a besoin aujourd'hui d'un maçon, comment on forme ce maçon? Si on a besoin d'un menuisier, on a besoin d'un boulanger, qu'est-ce qu'on met dans la formation pour que lorsque le titulaire de notre diplôme arrive sur le marché, il soit employable? Donc on refait la formation, le contenu de la formation en fonction des compétences recherchées. Donc on redonne une seconde chance à un titulaire d'un diplôme de reconversion, on lui redonne une autre compétence afin que cette personne nantie de cette compétence puisse trouver le travail plus facilement. Je donne un exemple simple. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de transformer quelqu'un qui a une maîtrise dans un domaine quelconque en informaticien, par exemple? Est-ce qu'on est capable de transformer quelqu'un qui a une maîtrise quelconque dans un domaine en boulanger? Donc, si nous avons le poste à pourvoir, si nous avons les experts qui peuvent écrire le référentiel, la solution que nous recherchons aujourd'hui, c'est comment former à la compétence, de faire en sorte que ce type, nanti de cette formation complémentaire, puisse être employable. Donc comment on accroît le taux d'employabilité dans ce sens? Je crois que c'est ça l'école, la deuxième chance. Former en masse de courte durée pour le marché du travail. D'accord, Monsieur le ministre. Le premier axe du PGGouv, c'est la formation, l'insertion professionnelle et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. On va y aller étape par étape. D'abord au niveau de la formation, ensuite on abordera les deux autres pans de ce premier axe. Combien de jeunes déjà sont insérés à l'heure actuelle, Monsieur le ministre? Vous voulez qu'on parle d'abord de la formation? Formés? Non. Alors, pour la formation, et je complète ce que mon collègue a dit, retenez le chiffre de 51 000. Donc, si vous parlez d'école de la deuxième chance, avec l'ensemble des contributions de tous les ministères sectoriels, vous avez 51 770 jeunes qui ont bénéficié d'opportunités, donc de formation. Donc, ça répond à votre question formation dans différents domaines, digital, sport, culture, agriculture, etc. D'accord. Mais attention, ça, il s'agit de la formation dans le cadre du PJ. Mais sinon, la formation continue tous les jours. Ah, oui. Nous formons à l'INJS. Voilà. Nous formons au lycée classique, au lycée technique. Nous formons dans l'agriculture. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas. Elle continue de façon classique à former les jeunes Ivoiriens dans de nombreux métiers. Mais ce dont nous parlons, les 51 000 dont nous parlons, c'est l'action additionnelle du PGGouv. Concernant la formation, est-ce que c'est clair? C'est très clair. Combien de jeunes aujourd'hui, à ce jour, 25 juillet, ont été insérés depuis que le programme Jeunes a été lancé? Alors, pas au 25 juillet, au 30 juillet. Au 30 juin. Voilà, au 30 juin, pardon. Puisque le bilan qui a été élaboré et qui sera présenté dans les prochains jours en conseil du gouvernement, puis en conseil des ministres, si vous prenez le programme d'insertion, vous prenez les stages et ensuite l'accès à l'emploi direct, nous sommes à un peu plus de 31 000 jeunes qui, les 6 derniers mois, ont pu bénéficier de différents, que ce soit des stages de qualification, c'est-à-dire des jeunes mis en situation de travail au sein des entreprises, et des stages de validation des diplômes, ou bien l'accès à un emploi direct. Donc, en plus des 51 770 jeunes qui ont bénéficié de former, indépendamment de ces jeunes formés, nous avons plus de 31 000 jeunes qui ont bénéficié de programmes de stage ou des programmes d'insertion directe. À cela, on pourra ajouter, je peux anticiper sur l'entrepreneuriat, plus de 14 000 jeunes qui ont bénéficié des différents programmes d'entrepreneuriat. Donc, ils ont vu leur projet financé? Ils ont vu leur projet financé, avec des montants qui partent de 100 000 pour certains jusqu'à 50 millions pour d'autres. Et donc, formation, insertion professionnelle et entrepreneuriat, nous avons près de 100 000 jeunes qui ont bénéficié de ces 3 dispositifs les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois. Si la réalisation est avec nous, on va faire une petite incursion dans le monde des bénéficiaires pour y voir un peu plus clair. Il est une solution innovante dans la lutte contre le chômage des jeunes, le programme Emploi Jeunes. Il est effectif depuis 2015 sur l'ensemble du territoire national. À Bouaké, dans le centre du pays, des jeunes en bénéficient. C'est le cas de Marcel, éleveur de moutons. Pour relancer son business familial, Marcel s'est tourné vers l'emploi jeune. Quand le verre décidé, vraiment c'était difficile. Sans
Sans le prêt là, en tout cas, ça allait être trop difficile pour moi. Mais vraiment, le prêt là, ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont donné 3 500 000. Bon, j'ai payé d'autres têtes. Avant, il y avait 25 têtes. Un bon choix. De 25 bêtes, il se retrouve aujourd'hui avec 65. Il emploie 3 personnes pour l'aider dans sa tâche. Si on me paye, je prends l'argent aussi pour acheter mes téléphones, pour m'habiller, pour donner aussi à maman. Ce prêt de 3 millions de francs CFA remboursable sur 18 mois a changé la vie de ce jeune homme de 30 ans, mais aussi et surtout celle de sa famille. Ce vent de changement souffle aussi sur la vie des Amblés, un commerçant d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il y a Des qui a demandé PMCP 23 509 là. Je veux 400 cartons. Ce vendeur de matériel de construction connaît une seconde santé économique grâce aux prêts de 20 millions contractés auprès de l'agence Emploi Jeunes. L'entreprise allait bien. Quand la Covid a éclaté, on a failli fermer et par la grâce de Dieu, comme ça un jour sur Facebook, j'ai eu écho de l'agence Emploi Jeunes. Donc comme ça, je suis allé me faire inscrire et Dieu faisant, nos dossiers ont été acceptés et ils nous ont financés. Et depuis là, les affaires vont bien. Son chiffre d'affaires a même triplé. Il est aujourd'hui employé d'une trentaine de salariés. Cet emploi permet à Afoussiata, jeune commercial, de poursuivre ses études. De l'autre côté, il y a les 40-40 et là, ce sont les 50-50 qu'on a. Le boulot m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment, c'était dur. Et j'ai dû arrêter les cours pour pouvoir chercher un boulot. J'ai pu passer le bac en candidat libre et aujourd'hui, j'ai validé mon bac et je suis très heureuse. Afoussiata n'est pas l'unique bénéficiaire des programmes gouvernementaux. Dans l'univers de l'enseignement technique, un programme baptisé l'école de la deuxième chance a pris forme. Plusieurs jeunes formés au métier bénéficient de stages en Europe. Ils sont insérés directement dans le monde socio-professionnel. Le projet École de la deuxième chance, c'est un très gros projet et c'est vraiment réel. On était en Côte d'Ivoire, Abidjan. Et aujourd'hui, nous voilà en France, nous sommes en train de faire la formation et tout le monde est là, toute l'équipe est là. Nous sommes là, nous sommes en train de faire notre formation tranquille, on dort tranquille, on mange tranquille et on n'a rien payé comme argent. J'étais serveuse. Ici, quand tu vois l'école, tu as envie d'apprendre quelque chose. Et ça m'a motivée en fait. Au niveau du sport, 5000 jeunes sont en cours de sélection pour être formés et insérés dans le métier des sports. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, la jeunesse ivoirienne dans sa globalité entend jouer leur partition pour faire rayonner la Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi N'Guessan, on l'a vu, la formation des jeunes, c'est aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Oui, je crois qu'on a un programme qui est conçu avec des partenaires extérieurs, malheureusement ou bien heureusement, parce qu'on n'a pas tous les équipements dans nos lycées, au sein de nos infrastructures. Donc, l'école de la deuxième chance, comme je dis, c'est former rapidement avec une insertion aussi rapide. Donc, on a signé avec des partenaires qui appuient. Notamment en France, au Ghana. En France, au Ghana. On vient de faire partie 20 jeunes au Ghana pour renforcer leur capacité en langue anglaise. Ces jeunes vont venir aider pour le métier du sport. Tout à fait. Marquez-vous. Oui, monsieur le ministre Touré, je voulais revenir un peu à l'insertion, surtout à l'emploi direct. Je lis ici, 3 552 jeunes ont bénéficié d'emplois directs dans le cadre de la réalisation des projets du renforcement du réseau routier sur l'ensemble du territoire, avec un taux de faisabilité de réussite de 88,8%. Ce que je voulais savoir, ces emplois directs, ce sont des emplois qui tiennent juste le temps de la réalisation du projet ou sont des emplois qui permettent aux jeunes de vivre désormais décemment d'un emploi? Non, un emploi direct, c'est un emploi direct. Oui. Après, la durée de l'emploi dépend du type de contrat. L'emploi peut être, le contrat peut être un contrat à durée déterminée, le contrat peut être un contrat à durée indéterminée, vous avez aussi des emplois saisonniers, etc. Ce qui est dit ici, c'est la contribution du ministère des Infrastructures routières, puisqu'aujourd'hui, nous avons pas mal de chantiers sur l'ensemble du territoire national. Vous avez toutes ces routes qui sont en train d'être faites, que ce soit en termes de bitume ou en termes de reprofilage. Donc, les entreprises, pour faire face à leurs obligations contractuels ont eu embauché plus de 3000 jeunes. Donc, ce sont ces chiffres qui ont été mis à votre disposition. Certains de ces jeunes sont en contrat à durée déterminée, d'autres le sont en contrat à durée indéterminée.
D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur d'en haut, à l'INJS, vous êtes en train de faire des changements de curricula, c'est cela? Dans quelle optique? L'INJS forme dans les métiers classiques de l'éducation physique et sportive. Mais aujourd'hui, le sport a changé de paradigme d'une manière générale et nous allons vers une économie du sport. Pour ce faire, les curricula ont été revus pour former des jeunes dans les métiers de l'entrepreneuriat dans le sport, comme gestionnaire d'événements sportifs, pour la maîtrise du marketing sportif. Et puis l'INJS est aujourd'hui une école universitaire qui forme dans le système LMD, mais qui forme aussi dans l'approche doctorale. Nous avons revu donc les curricula pour remonter le niveau de cet établissement universitaire et aussi pour coller à la réalité que demain, nous devons aller vers la maintenance des infrastructures, nous devons aller vers la gestion des événements. Donc l'INJS a vu ces curricula révisés pour coller à la réalité du terrain. D'accord. Et vous parlez d'économie du sport. J'ai envie tout de suite de vous demander votre regard par rapport à ce qui se passe en ce moment, le Camp Tchin-Tchin. Vous connaissez? Si, bien sûr, bien sûr. C'est une initiative que nous saluons parce que le sport, pendant longtemps, est resté dans une forme d'administration. L'administration du sport et les fédérations qui sont nos bras séculiers allaient toujours à la mamelle de l'État. Il n'y avait pas d'originalité, de recherche de sponsors, il n'y avait pas le développement d'un nouvel écosystème. Et ce que nous souhaitons, et ce que nous avons dit aux fédérations, c'est de sortir des sentiers battus. C'est de créer autour du sport un écosystème qui génère des ressources, qui crée des richesses, et c'est ce que vous avez cité tout à l'heure. Voici un jeune qui a bien voulu comprendre le mécanisme du sport-spectacle. Tout le monde joue au football, le petit poteau, pendant les vacances. Il y a même une fédération. Il y a même une fédération de petits poteaux, mais on est resté au stade du jeu et de l'animation sportive. Il a compris que là, il y avait possibilité de faire du spectacle et de créer une nouvelle dynamique et de générer des ressources. Aujourd'hui, ça marche très bien. Et ce sont des initiatives comme ça que nous souhaitons. Ils bénéficient de votre soutien. Mais naturellement, nous encourageons les fédérations à faire la promotion sur l'ensemble du territoire national, détecter les talents, mais nous encourageons aussi les fédérations à sortir de la mamelle de l'État, mais aller rechercher des sponsors. Pour ce faire, il faut que ces fédérations créent de l'attractivité autour de leur discipline sportive et donc réfléchissent, comme ce jeune homme, à créer un vrai business autour du sport et créer de la richesse et faire du business. C'est ce que nous souhaitons. Ce jeune homme qui s'appelle donc Jonathan Morrison. Monsieur le ministre, nous avons quelques bénéficiaires ici dans notre studio. Nous allons, si la réalisation le permet bien sûr, leur donner la parole à chacun d'entre eux. Ils sont plusieurs, mais on va en sélectionner 3. Est-ce qu'il est avec nous, Monsieur Bibo Valéry? D'accord. Allez-y. C'est lui qui est intervenu tout à l'heure dans l'élément vidéo. Vous étiez dans l'élément tout à l'heure. Oui, j'étais dans... Avec des matériaux de construction. Oui. Allez-y, dites-nous comment ça s'est fait. Vous avez 1 minute. Bon, bonsoir d'abord à tous. Au fait, moi, c'est depuis 2020, lors de la Covid, vraiment ma structure ça n'allait pas du tout. Et comme ça, j'ai eu sur Facebook l'agence Emploi Jeune. Et j'ai suivi tout ce qu'ils ont demandé, je me suis inscrit. Et il faut dire que vraiment, ça nous a aidés parce qu'aujourd'hui, si on existe, c'est en grande partie grâce à l'agence Emploi Jeune. Et Dieu merci, on nous a financé à hauteur de 33 millions pour la première fois. Et Dieu faisant aujourd'hui, ça se passe bien. On est en train de rembourser. On a 80-90% de remboursement. Et on a demandé encore un nouveau prêt cette année pour pouvoir grandir encore plus davantage, pour pouvoir embaucher plus de jeunes. De 12, on est à 24 employés aujourd'hui. Et on demandait encore cette année un nouveau prêt pour augmenter le nombre d'employés jusqu'à 54 personnes. Donc, je voulais en profiter de ce micro-là vraiment pour remercier le gouvernement pour vraiment cette belle initiative, parce que grâce à ça, on vit aujourd'hui. Merci. Monsieur Zamblé Bibo Valéry. Merci à vous. Nous avons à côté de vous une jeune dame, Bilé Awa.
vous êtes aussi bénéficiaire d'un programme d'aide à l'embauche, le programme d'aide à l'embauche. Expliquez-nous un peu. Bonsoir, messieurs et dames. Je suis Billy Awa Justine, bénéficiaire du projet AEJ, stagiaire à AGL, ex-Bolloré. À vrai dire, l'année de la jeunesse, moi, je n'y croyais pas. Mais être bénéficiaire, je peux dire vraiment que le gouvernement fait son possible pour Votre micro, oui. Le gouvernement fait son possible pour venir en aide à la jeunesse. C'est à la jeunesse maintenant de se démarquer, de montrer au gouvernement qu'il peut leur accorder le crédit du doute. Je suis à AGL dans le département du transit import maritime. Et en interne, nous faisons des formations le matin et l'après-midi, nous faisions la pratique. On met en rapport ce que nous faisons à la formation et puis les réalités du terrain. Je suis vraiment heureuse d'être bénéficiaire de ce projet. Merci. Billy Awa. Nous avons Chimo Pezito. Avec vous, nous allons terminer. Chimo Pezito, vous êtes membre du programme volontariat, c'est cela? Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Je tenais déjà à remercier le gouvernement de mon pays, la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement le ministre de la Jeunesse ici présent. C'est déjà un honneur de lui parler directement. Moi, effectivement, j'ai bénéficié d'un programme de volontariat qui n'est pas effectivement financier. Il est plutôt le volet formation dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, l'année dernière, nous étions à Yamoussoukro, 500 bénéficiaires qui avons bénéficié effectivement de formations en matière de civisme, d'entrepreneuriat. Bon, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est une activité que je n'avais jamais imaginé apprendre. C'est la conduite de drone, vous voyez. Je suis juriste de formation, j'ai fait le droit, mais arrivé à Yamoussoukro, il y avait plusieurs panels de formation. Moi, par curiosité, j'ai choisi la conduite de drone. J'ai fait la formation, j'ai eu un certificat. Un jour, je me trouvais au niveau de Cocody parce que après la formation en entrepreneuriat que j'ai eue, j'ai monté ma structure de coûts de renforcement. Et puis, j'ai croisé un blanc, M. Rousseau. Il m'a dit, mais jeune homme, c'est bien l'activité que vous faites. Comment vous avez eu cette idée-là, étant donné que la majorité de vos amis et frères se baladent un peu? J'ai dit non, c'est parce qu'il a effectivement bénéficié d'une formation de mon ministère de tutelle, si je peux me permettre ainsi. Là, M. Rousseau m'a interpellé. Il m'a fait aller chez lui à la maison. Pour une seule séance de travail, il a pu bénéficier au moins de 300 000 pour quelque chose que je n'ai jamais imaginé. Donc, je tiens à remercier le ministère. Et puis, je suis encore à fond dans le projet qu'ils ont mis en place, et en l'occurrence celui de bénéficier de financement de projets. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Chimo. Merci beaucoup. Je voulais quand même faire un petit commentaire, parce que ce que la jeune dame dit interpelle. Vous savez, on a lancé un programme, le programme Jeune du gouvernement. Elle dit qu'au début, elle n'y croyait pas. Bon. Dieu merci, aujourd'hui, elle est stagiaire. Et je voudrais, à travers elle et à travers tous ces témoignages, demander donc à l'ensemble des jeunes de mon pays de tester le dispositif. Vous savez, le gouvernement mobilise énormément de ressources. Nous mobilisons, comme le collègue l'a dit, des partenaires qui nous permettent de mobiliser des opportunités. Il ne faut pas rester dans un scepticisme. Il faut aller à la rencontre de ces opportunités. Ces jeunes ont été formés, mais je peux donner quelques exemples. Avec l'Académie de la mer, avec le premier ministre, on a été à une cérémonie, c'est quand même près d'un millier de jeunes qui ont été formés cette année. Avec, je ne ferai pas de publicité, mais une structure qui est dans le domaine, donc, la plus grosse structure nationale dans la production de palmiers. C'est 1065 jeunes qui sont recrutés, qui sont en formation et qui vont bénéficier d'une insertion à 100% donc au 31 décembre. Donc, il faut croire. Il faut croire, les opportunités existent. Et je souhaite aussi que tous ces jeunes bénéficiaires donnent un peu plus la voix. Témoigner pour démontrer à vos amis que c'est une réalité. On n'a pas besoin de connaître le ministre. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un à l'agence emploi jeune. On est jeune, on tente sa chance avec des critères objectifs, une sélection transparente. On arrive à avoir donc des opportunités d'insertion professionnelle ou de formation. Il faut témoigner. Soyez nos ambassadeurs. Allez-y, dernière question avant l'axe 2. Okay. Monsieur le ministre des Sports, à côté de l'économie des sports, il y a la problématique des infrastructures que nous créons à la veille des grandes compétitions. Est-ce que vous avez un dispositif pour sauver ce que nous sommes en train de construire? Parce que le constat, il est clair. Lorsqu'on finit les compétitions, tout tombe en ruine et puis après, c'est un perpétuel recommencement. Qu'est-ce que vous prévoyez pour sauver ce que la Côte d'Ivoire construit aujourd'hui?
Mais comme on le dit souvent, gouverner, c'est prévoir. Et gouverner sous le leadership du président Alassane Ouattara, c'est prévoir longtemps à l'avance. C'est pour cela que dès la construction de toutes ces infrastructures de la CAN, il a été prévu un modèle pour pérenniser tous ces investissements. Nous avons un office national des sports qui a pour assistance à maîtrise d'ouvrage le BNET. Donc nous avons conceptualisé la réalisation de ces infrastructures, mais nous avons aussi modélisé leur maintenance à venir. C'est pour cela que le programme que nous venons de lancer, qui porte sur 5000 jeunes, intègre les métiers de la maintenance. Les métiers de la maintenance. Ce sont environ 1800 jeunes qui vont être orientés spécifiquement vers la maintenance des infrastructures, pas seulement de la CAN, mais nous avons aussi des infrastructures, des agoras. Nous avons aussi les piscines olympiques. Donc c'est un ensemble d'infrastructures à venir aussi avec le précis. Donc c'est un ensemble d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national que nous sommes en train de déployer, mais pour lesquelles, en temps masqué, se font des formations spécifiques, des jeunes qui ont été sélectionnés, qui vont être mis très rapidement en opération et en contractualisation à travers l'ONS avec les entreprises qui ont été prédisposées pour assurer la maintenance des infrastructures. Ça, c'est la maintenance des infrastructures, mais une fois que les infrastructures sont là, ce sont des gisements à exploiter. Là aussi, nous avons revu les curricula pour que les jeunes soient formés à la gestion des événementiels. Une économie, ça nécessite certes des ouvriers, mais aussi des concepteurs. Ça nécessite aussi des managers. Donc tout cela, c'est ce qui fait partie du curricula que nous avons reformé. Donc les gens sont en formation. Nous n'allons pas avoir d'éléphant blanc en Côte d'Ivoire. Merci. L'espoir est donc permis. Chers membres du gouvernement, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission qui est consacrée à l'axe 2 du PJ-Gouv, l'engagement civique et citoyen des jeunes. On suit d'abord ce reportage de David Soyo. 5 heures du matin, c'est l'heure du réveil. Visage fermé, depuis plus de 3 mois, ces jeunes filles et garçons sont soumis au même rythme. Première activité de la journée, le sport. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas dans un camp militaire, mais plutôt dans le centre de service civique de Boaké 2, un centre qui inculque les valeurs citoyennes et s'assure de l'insertion des jeunes vulnérables dans le tissu socio-économique. C'est l'école de la deuxième chance pour ces pensionnaires. Ils bénéficient de 6 mois de formation avec à la clé un diplôme qualifiant. Pour y arriver, les 2 premiers mois sont consacrés à la resocialisation, une formation à l'épreuve militaire. Le volet militaire, ça va permettre de gommer toutes les sales habitudes qu'ils avaient en vie civile avant de venir ici. Voilà. Ici, dans la formation, on leur enseigne l'hygiène alimentaire, l'hygiène mentale, l'hygiène vestimentaire, tout ce qui est bien pour vivre, tout ce qui est utile pour vivre. À la place d'armes, le salut aux couleurs, un moment important pour les encadreurs et les pensionnaires. Inauguré par le Premier ministre Patrick Achi, le centre a ouvert ses portes le 10 avril dernier. Il a une capacité d'accueil de 500 jeunes. Il constitue la première promotion. Tous ces jeunes ont partagé les mêmes difficultés, analphabétisme, addiction à la drogue, à l'alcool, abandon scolaire et indiscipline. Aujourd'hui, ils sont formés dans plusieurs métiers, entre autres l'élevage, l'agropastoral, la mécanique auto. Il est en train de faire formation mécanique automobile. Donc, comme il est en train de faire l'apprentissage, lui c'est mon formateur qui est là. En tout cas, il ne connaissait rien dedans, mais par gloire à lui, il sait maîtriser, il connaît les roues de voiture, il connaît un peu dedans comment il faut faire pour dépanner une voiture, comment il faut faire pour allumer la voiture, entretenir les voitures. Alassane, lui, a opté pour le BTP, bâtiments et travaux publics, spécialité charpenterie. Aux yeux de ses encadreurs, il est celui qui manie le mieux la scie, le marteau et les outils de mesure. Étant ici même, moi-même, j'ai déjà confiance. Avec les travaux que je fais, tout le monde m'apprécie. Moi, j'ai l'espoir, je suis sûr
À la sortie d'ici, je serai quelqu'un. Si le BTP absorbe plus de 70 jeunes, soit le plus grand nombre des pensionnaires, les ateliers de couture, broderie, pâtisserie, de cuisine, d'alphabétisation et d'esthétique cosmétique ne sont pas en reste. Si arrivé, ne maîtrise rien. Depuis on a commencé le métier, il maîtrise comment faire pour mettre la base, venir des couleurs. Maintenant, on met venir des couleurs, on met finition. Il maîtrise tout ça maintenant. Dans cette classe, nous rencontrons Maury. Il est l'unique garçon de cet atelier. En fait, c'est un travail que moi-même j'aime, puisqu'il n'y a pas assez de garçons qui font ce genre de travail. Je suis fier d'être esthéticien aussi. La mixité est l'un des paris des responsables du centre. Chaque stagiaire volontaire fait le choix d'un métier. Donc nous, on ne fait que suivre le choix du stagiaire volontaire. On n'impose pas en fait le métier, ce sont eux qui choisissent. Donc je pense que là, nous sommes en train de tendre vers une autre notion de la vie, qu'il n'y a pas de métier pour hommes ou de métier pour femmes et qu'il y a une mixité déjà même dans la notion même des stagiaires volontaires et c'est vraiment un plus pour nous. Il est 12h, c'est l'un des moments chauds de la journée. C'est l'heure le plus chaud parce que nos stagiaires ont fait maintenant. Nous avons déjà dépassé l'heure compte tenu de certains travaux ce matin sur le centre. Au menu, la ticket poisson, l'un des repas les plus appréciés des pensionnaires. En même 3 fois par jour, j'aime la ticket. Mais dans le centre, ce que j'aime pas, c'est le placali. Ici, tous les jours, 1500 plats sont distribués aux pensionnaires et la prise en charge de chaque enfant coûte 1 million de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Un encadrement de type internat pour faciliter leur insertion dans le monde professionnel. D'ailleurs, les résultats sont probants. Un pensionnaire est admis au concours militaire et 2 au brevet d'études du premier cycle. C'est notre plus grande fierté. On a ici des jeunes gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont refusé d'aller à l'école. Mais une fois qu'on leur a donné l'opportunité de s'asseoir, de se reposer, de se nourrir convenablement, l'envie de présenter leurs examens s'est présentée en candidat libre. Il y en a qui se sont présentés, ils ont réussi. Il y en a qui ont présenté le BPC qui ont réussi, il y en a qui ont présenté le bac qui ont réussi. En attendant de terminer leur formation afin de caresser leurs rêves, pour l'heure, les pensionnaires s'entraînent pour le défilé du 7 août prochain. Alors, Monsieur le ministre, cet axe a pour objectif d'impacter 35 000 jeunes pour 9 milliards 400 millions. C'est bien cela? Oui, et à date, au 30 juin 2023, c'est 10 658 jeunes qui ont été impactés donc, dans différents programmes du service civique. Là, ce qui a été vu, c'est vraiment le centre de service civique de Boaké. Le tout premier Le tout premier centre qui marque le passage à l'échelle, et qui a une capacité d'accueil donc de 1000 jeunes par an, par vague de 500 jeunes. Nous avons 3 autres centres en cours de construction, celui des Dalois, celui donc d'Adzopé et celui donc de Korogo. À terme, ce sont 14 centres qui seront construits sur l'ensemble du territoire national, avec une capacité d'accueil pour l'ensemble de ces centres de 14 000 jeunes. Alors, ma satisfaction, puisque vous nous avez demandé nos sentiments, en tant que ministre donc, de la promotion de la jeunesse, c'est l'historique de ces jeunes. D'abord, je vais préciser que pour leur sélection, la sélection s'est faite localement dans le district donc, du Béquet avec les préfets, les présidents des conseils régionaux, etc. Et il s'agit d'aller dénicher ces jeunes qui sont dans une extrême vulnérabilité. On voit ces jeunes qui ont un parcours de transformation et qui étaient des exclus donc, de la société, des exclus du système, dont on vendait plus cher la peau, qui étaient totalement perdus. Et dans le cadre donc, de notre concept donc, de l'école de la deuxième chance, ces jeunes sont resocialisés, reprennent goût à la vie, ces jeunes se transforment. Je pense que là, nous sommes en train d'atteindre l'objectif du chef de l'État, qui est donc d'aboutir à un Ivoirien nouveau. Et vraiment, je peux vous dire que pour ces 6 premiers mois, c'est l'une de mes plus grosses satisfactions, notamment ces jeunes qui sont en cours de transformation. Monsieur Danho, Monsieur le ministre des Sports, quelles peuvent être les valeurs, les bienfaits du sport dans le service civique? Vous l'avez noté vous-même dans cet élément qui vient de passer. La base initiale, c'est le sport. Ce n'est pas par hasard, parce que le sport a 3 valeurs principales. D'abord, c'est de faire tomber les barrières, de rassembler.
À travers le sport, on gomme les différences ethniques, religieuses et politiques. Donc le sport rassemble. Et donc le sport incarne notre première devise nationale, l'union. Le sport, c'est aussi d'abord et avant tout les règles. C'est de respecter les règles, respecter l'adversaire. Donc le sport conduit vers la discipline. Et enfin, le sport, c'est l'effort, c'est la compétence, c'est la performance. Donc le sport conduit au travail. Vous voyez bien que le sport est le socle qui met en exergue notre devise nationale. Et à travers le sport, on est amené à respecter notre nation, à aimer notre nation. Vous avez vu le drapeau national. Et à travers le sport, quand on a des victoires, on se retrouve. Les Ivoiriens expriment leur sursaut national. Donc le sport nous permet donc de nous réapproprier les symboles de l'État. C'est pour cela que le sport peut être et doit être le socle de la création de la nouvelle citoyenneté, de l'Ivoirien nouveau, dont parlait tout à l'heure le ministre en charge de la jeunesse. Donc le sport est un impératif dans la résocialisation des jeunes. Mais, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire qu'on manque ou on manquait de civisme véritablement en Côte d'Ivoire? Mais bien évidemment, quand vous prenez l'historique, de 1960 à 1980, il y a eu un vrai programme de service civique en Côte d'Ivoire, avec près de 10 000 personnes traitées par an. Mais avec les effets conjugués donc, des crises économiques qu'on a connues dans les années 80, ce programme s'est estompé. C'est vrai qu'autour des années 2006-2008, il y a eu un premier essai donc, de relance de ce programme, mais c'est véritablement sous le président Alassane Ouattara que ce programme a été relancé et que ce programme est en train de passer à l'échelle. Lorsqu'on regarde tous les programmes d'incivisme que nous avons, vous avez été témoin il y a 2 ans des congés anticipés dans les écoles où des élèves pouvaient se permettre, des élèves souvent de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, d'agresser des professeurs. Vous avez aussi l'action vigoureuse qui a été menée en liaison avec ma collègue de l'Éducation nationale. Certains élèves ont transité par les centres de service civique. Là où c'est un point de satisfaction, après que ces élèves aient été dans les centres de service civique, en 2023, nous avons eu pour la première fois depuis plus de 10 ans, 0 congé anticipé dans notre pays. Donc pour dire que ces programmes d'action sur ces jeunes, de transformation de ces jeunes, sont des programmes qui marchent. Et je voudrais ici profiter de votre tribune pour remercier donc, le ministère d'État, le ministère de la Défense, puisque les instructeurs donc, émanent de ce ministère, remercier le ministère de l'enseignement technique, puisque les curricula de formation au sein des centres de service civique l'ont été avec les services donc, du ministre de l'enseignement technique, remercier le ministère des Sports, mais tous les autres ministères sectoriels, le ministère de l'assainissement, etc. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. D'accord. Quelle est la différence, monsieur le ministre, entre le service civique tel qu'il se passait avant et aujourd'hui? On parle d'innovation. Vous avez été devant les parlementaires. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été ajouté? Qu'est-ce qui a été retranché? Alors, le PGGOV, c'est aussi des réformes. Des réformes importantes ont été prises au niveau de l'enseignement technique, à notre niveau. Et l'une des réformes importantes, ça a été la réforme du service civique. Oui. Les leçons tirées des crises liées au congé anticipé nous a amené donc à proposer au gouvernement que l'âge pour accéder aux différents programmes de service civique soit ramené à 14 ans, puisque légalement, on ne pouvait prendre que des jeunes de 18 ans. Or, il s'avère que nous avons des adolescents violents, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc ça, c'est l'une des premières réformes. Ensuite, le service civique peut être rendu obligatoire. Ça a été dit là, il est volontaire aujourd'hui. Donc ce sont des parents qui peuvent décider eux-mêmes d'envoyer leurs enfants. Et on est débordé aujourd'hui. Tous les parents veulent aujourd'hui envoyer leurs enfants dans les centres de service civique. Il peut être rendu obligatoire si, dans des établissements, un chef d'établissement constate donc des comportements pas catholiques de la part donc, de certains élèves. Au niveau des collectivités territoriales, là, on va travailler avec les maires qui souvent gèrent des quartiers difficiles. Si un jeune ou un adolescent présente des comportements à risque, on ne va pas attendre d'avoir l'avis de ses parents, qui souvent même ont eux-mêmes démissionné. Donc, dans certaines conditions, le service civique peut être obligatoire. Mieux, les années passées dans le programme de service civique, notamment on en parlera, le programme de volontariat, etc., sont pris en compte pour les examens, donc les concours à la fonction publique. Donc tous ces jeunes, notamment celui qui s'est lancé dans un programme de volontariat, le nombre d'années passées donc, dans le programme de volontariat est capitalisé pour donc, les concours à la fonction publique ou pour la validation donc, des acquis professionnels. Donc voici un peu quelques réformes qui ont été donc engagées et qui devraient nous permettre d'avancer sur la question du service civique en Côte d'Ivoire. Marquez-vous.
Oui, monsieur le ministre, on a l'impression que tous les programmes autour de la jeunesse se passent en ville, en agglomération. Alors qu'en zone rurale, on a pratiquement les mêmes problèmes. Il y a des jeunes aujourd'hui en zone rurale qui sont entre vraiment de véritables délinquants, qui ne font rien, qui traînent, qui sont la proie facile de toutes sortes d'addictions. Qu'est-ce que vous faites concrètement? D'abord, ce n'est qu'une impression, parce que le centre de service civique, bien évidemment, il est situé en ville à Boaké, mais si vous prenez contact avec les préfets de région, les sous-préfets, la sélection s'est faite même en sous-préfecture. Donc, on allait chercher même des jeunes qui sont dans les villages, qui sont tous dans les centres de service civique. Au-delà de ça, je reviens un peu en arrière. En mars, le 16 mars, pour les programmes donc des TIMO, les programmes en entrepreneuriat, les programmes d'apprentissage, etc., dans le cadre donc, des programmes financés par les bailleurs comme la Banque mondiale, nous avons en Côte d'Ivoire innové dans ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage déléguée en faveur donc, des régions. Vous devez savoir que c'est 42 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement depuis le mois de mars. 42 milliards de francs CFA qui vont permettre aux collectivités territoriales, notamment les régions, dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée, d'initier l'entrepreneuriat en milieu rural, donc l'entrepreneuriat pour les jeunes qui sont en milieu rural, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre en milieu rural et l'apprentissage en milieu rural. Donc on a un programme complet, on traite les jeunes en ville, mais on met un point d'honneur sur le traitement des jeunes en milieu rural, mais pour cela, le gouvernement délègue aux conseils régionaux donc, les actions à mener en milieu rural. Monsieur le ministre, une fois sortis des centres, que deviennent ces jeunes? Notre objectif, c'est 100% de jeunes insérés. Mais quand vous prenez le programme Girl Power, donc c'est le programme qui vise à former des jeunes filles dans le centre de service civique de Guingreni, 300 jeunes filles formées qui avaient à peu près le même profil que ces jeunes que vous venez de voir. Et ces 300 jeunes filles sont insérées à 100% aujourd'hui. Nous avons à Boaké l'année dernière, on n'avait pas encore lancé le PGGouv, mais près de 150 jeunes qui ont été formés dans le centre de service civique. Aujourd'hui, on a un taux d'insertion de plus de 80%. L'objectif, c'est qu'aucun jeune ne rentre dans un centre de service civique et en sort sans avoir une possibilité d'insertion professionnelle. C'est pour cela que nous avons travaillé sur les curricula de formation avec l'enseignement technique pour que ces formations, des métiers pratiques, vous l'avez vu, enseignés dans ces centres, permettent à ces jeunes de s'installer. Ceux qui auront besoin de kits d'installation, ces jeunes sortis peuvent accéder à d'autres guichets de l'Agence emploi jeune, les financements pour avoir donc du matériel pour s'installer, des financements pour initier des ateliers génératifs de revenus. Voilà. Donc, on essaie d'avoir un dispositif complet. Ce sont les instructions du président, du Premier ministre. Et vous avez un dispositif de suivi après toutes ces installations. Parce qu'une chose est de les installer, de les insérer, mais il faut suivre pour suivre tous ceux qui vont en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est prévu? Tous les programmes que nous mettons aujourd'hui en œuvre, le dispositif de suivi est un préalable, est une condition. De telle sorte que même quand ces jeunes sortent des centres de service civique, le directeur général de l'Office des services civiques, en lien avec donc, des assistants sociaux, etc., continue de suivre. Parce que l'idée pour nous, ce n'est pas que des jeunes soient seulement formés, mais il ne faudrait pas qu'ils décrochent. Et l'Agence emploi jeune fait le suivi en termes d'insertion professionnelle. Donc vous avez plusieurs niveaux de suivi pour nous assurer qu'après leur sortie, ces jeunes deviennent des citoyens. Et je peux même vous dire, et c'est par là que je termine, que le retour que nous avons des entreprises, les entreprises dans lesquelles nous avons pu insérer des jeunes sur des centres de services civiques, ces chefs d'entreprise nous disent que nos jeunes qui sont des centres de services civiques qui viennent travailler chez eux ont les meilleurs profils et sont les plus assidus. Parce que ces jeunes, peut-être pas comme les autres jeunes qui rentrent normalement, ont bénéficié de nom de formation à la discipline, des gens qui se réveillent tous les matins à 5 h du matin, qui apprennent à être disciplinés, à manger à une certaine heure, à respecter la hiérarchie, ils sont plus performants lorsqu'ils arrivent en entreprise. Voilà. Et on se souvient, le projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse a été adopté. Hein. Ça a été adopté le mois dernier. Nous allons passer à l'axe 3, Monsieur le ministre, si vous le permettez, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Pour l'épanouissement et le bien-être des jeunes, il y a une enveloppe de 64 milliards qui est dégagée. Pour quel objectif global? Je m'en voudrais de ne pas revenir sur un chiffre important que je copartage avec mon collègue, ministre des Sports. Dans le bilan des 6 premiers mois, nous avons lancé aussi le programme de recrutement, en lien avec le COCAN, de 10 000 jeunes, 10 000 volontaires
recruter, qui vont donc, accompagner. Donc, leur rôle exact, ce sera... Oui, mais ces jeunes vont participer à l'organisation de la CAN à travers des missions qui leur seront confiées par le COCAN dans le comité d'organisation. Dans les perspectives, on en parlera dans 2 mois, c'est 20 000 jeunes qui seront donc recrutés. Alors, pour revenir à votre question sur l'épanouissement, l'amélioration du bien-être d'épanouissement des jeunes, mon collègue est bien placé pour en parler. Je vais lui laisser le soin de parler, par exemple, du programme Agora, qui offre aujourd'hui dans des quartiers des opportunités aux jeunes. Il y a déjà 2 Agora qui existent, celui de Koumassi et d'Abobo. Il y a Abobo qui n'est pas encore fonctionnel. Il y a près de 3 à 4 Agora dont les lancements ont été faits. Il y a les piscines olympiques. Il y a ma collègue du ministère donc, de la Culture qui développe aujourd'hui beaucoup d'initiatives donc, en faveur donc, des jeunes dans le domaine donc, de la culture. Il y a aussi le collègue de l'enseignement supérieur qui conduit aujourd'hui un vaste projet dans les milieux universitaires, donc les questions des restaurants universitaires, des résidences universitaires, toutes ces initiatives ou investissements menés par le gouvernement visent à créer des cadres d'épanouissement des jeunes, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, donc au niveau donc, scolaire, etc. Monsieur le ministre est là, Monsieur le ministre des Sports, comment vous améliorez le bien-être des jeunes à travers le sport, justement? Comme je le rappelais, le sport a pour vocation dans notre pays d'assurer le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens. Parce que la vitalité d'un pays se ressent à travers le bien-être de ses populations. Et comme notre population est essentiellement jeune, naturellement, la vitalité de notre pays se ressentira par le bien-être de la jeunesse. Alors pour que la jeunesse ait un confort pour apporter sa pierre à l'édification de notre pays, il fallait préserver la vie de la jeunesse. Nous avons un phénomène lancinant, une décimation sournoise de la jeunesse qui se faisait à travers, par exemple, des noyades. Nous avons 150 à 200 jeunes qui mouraient chaque année à cause des risques inconsidérés pris pour aller à la mer, dans les fleuves et dans les piscines. C'est pour cela que nous avons adressé ce problème avec le programme d'aisance nautique. Donc les piscines n'ont pas été une génération spontanée. C'était pour adresser un problème spécifique. Vous avez vu que nous avons ouvert la piscine Dominique Ouattara de Benjaville. Que vous avez réhabilité. Totalement réhabilité. Et 4 piscines sont en cours de construction, essentiellement dans les quartiers populaires. Parce que c'est là que nous avons le plus de tués. Alors pour la seconde partie, pour les jeunes, maintenir les jeunes dans les territoires, il fallait faire en sorte que ces jeunes soient attirés par un produit d'appel. Ça a été les Agora. Nous avons transformé complètement la perception de l'Agora pour recréer la citoyenneté. Dans les Agora, les jeunes viennent par le sport, font du sport, pourront faire de la musique, mais surtout aussi sont initiés à l'économie circulaire. Ils apprennent aujourd'hui l'Internet. Ils apprennent à aller vers les métiers de l'économie numérique. Nous voulons lutter contre la fracture numérique pour que ces jeunes s'insèrent mieux demain dans la société. C'est pour dire que l'Agora est devenu aujourd'hui un concept qui a pris. Ce n'est pas seulement en zone urbaine d'Abidjan. Nous avons lancé à Touba, à Dimokro, récemment à Bundiali et à Guiglo. Il nous reste encore à lancer bientôt à Mbato et à Biroumi, partout en Côte d'Ivoire. Il y en a 10 qui sont prévus pour le moment, mais à terme, vous en aurez... Ils sont prévus dans le cadre du PGGOV de cette année, mais à terme, c'est 80. Le PGGOV, c'est sur 3 ans, 2023-2025. Et chaque année, nous allons monter en charge et en vitesse de croisière parce que ce modèle a réussi. Il s'autofinance et il permet de fixer les jeunes. C'est quoi le modèle économique? Le modèle économique aujourd'hui, pour le cas de Koumassi par exemple, nous avons eu une fréquentation de plus de 380 000 activités sportives par les athlètes. 380 000. 40 000 jeunes qui sont venus là pour apprendre l'informatique, pour apprendre la citoyenneté, faire des conférences pour l'animation sociale. Ça a transformé complètement l'environnement et les ressources. Le ticket d'entrée a permis aujourd'hui d'avoir un équilibre et ça ne coûte rien à l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous avons un modèle qui s'autofinance, qui crée de l'animation citoyenne et qui fixe les jeunes dans les territoires. D'accord. Mais on a l'impression, vous êtes ministre depuis 5-6 ans, mais on a l'impression qu'il a fallu attendre l'année de la jeunesse pour que toutes ces infrastructures voient le jour. Bon, ça c'est une boutade. Je voulais simplement vous faire remarquer que tout ce qui a été fait depuis 2011, depuis l'arrivée, la session à la magistrature suprême de notre pays par le président Alassane Ouattara, tout ce qui a été fait en matière de transformation
de notre pays, la transformation structurelle de notre économie, tout ce qui a été fait, en réalité, a été fait pour la jeunesse. Ouais. En réalité, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Ça a été fait pour les écoles, les universités, les centres de santé, tout ce qui a été fait dans ce pays vient en héritage pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais seulement cette année, le président a voulu qu'il y ait un marqueur spécifique. C'est un marqueur spécifique. Nous avons fait un focus pour qu'il y ait des activités additionnelles sur la jeunesse. C'est pour cela que nous parlons d'emploi jeune additionnel. Mais tout ce qui est fait dans ce pays est fait pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Alors, pour revenir spécifiquement à la question posée en matière de sport, chaque année, l'INJS est passé de 1400 à aujourd'hui pratiquement 3000 jeunes formés. Mais cela va crescendo pour répondre aux besoins aussi d'infrastructures. Parce que parallèlement à cela, on a eu des collèges de proximité, des lycées. Il fallait donc former beaucoup plus de jeunes. Donc l'année de la jeunesse est venue comme un marqueur supplémentaire pour booster et avoir un focus plus important sur la problématique de la jeunesse pour préparer les jeunes de demain à être des Ivoiriens qui apporteront une pierre plus forte à la construction et à l'élaboration d'une Côte d'Ivoire sociale. Je me permets d'être quand même un peu l'avocat de M. le ministre. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous dites. Quand vous prenez les Agora, par exemple, le premier Agora a été inauguré... Le tout premier, oui, le 2019. Oui, mais attendez, je vous explique. Il a été inauguré en 2019. Je crois que ça marche donc de la présence du président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Comme le dit le ministre, l'idée de l'année de la jeunesse, c'est l'amplification de l'ensemble des programmes. Donc on avait un. Le chef de l'État a décidé qu'on en fasse 10 cette année. Donc, il faut voir l'année de la jeunesse, pas comme le début de cette initiative, mais l'amplification de l'ensemble des initiatives que nous menons donc pour les jeunes. D'accord. Monsieur Nguessan Kofi, le bien-être des populations, l'amélioration, ça vous parle au ministère de l'enseignement technique? Oui, je crois que c'est un sujet extrêmement important pour les jeunes. Et dans notre secteur, vous voyez, dans le cadre du bien-être, nous commençons déjà par l'amélioration des infrastructures. Mettre les élèves et les apprenants dans de bonnes conditions. Vous savez, un point important dans ce que nous sommes en train de voir, c'est les questions d'apprentissage. Dans quelles conditions ces jeunes font l'apprentissage? Il faut que ce soit vraiment dans un confort relatif qui leur permet vraiment d'accélérer, comme vous venez de le voir dans le film. Et donc, le bien-être, c'est un peu ça. On a parlé aussi du sport. Je crois que le sport, c'est un grand facteur de changement des mentalités. Je crois que dans ma petite vie, tous les changements que nous avons pu avoir ont commencé d'abord par le sport et la culture. C'est à travers ces deux éléments que l'individu se forge et forme aussi, change son esprit. Je crois que c'est extrêmement important, cette pratique du sport. Et c'est aussi important, le ministre l'a dit, former ces architectes du changement qui sont les profs de sport. Je crois que leur rôle est extrêmement important dans le bien-être et dans l'éducation de nos jeunes, surtout dans des situations où on aspire à un changement radical ou de leur mentalité, de leur esprit. Oui, le bien-être aussi passe par, le bien-être et l'épanouissement passe par le travail. Et vous formez des milliers de jeunes aujourd'hui à différents corps de métier. Mais en même temps, le paradoxe, pour moi, il y a des usines, par exemple, comme Utexi à Dimokro, Cotivo à Beauville, Gonfreville à Boaké, qui jusqu'aujourd'hui sont fermées. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour remettre ces usines-là en marche et absorber un certain nombre de jeunes que vous formez, à juste titre d'ailleurs? Écoutez, le gouvernement a décidé de relancer sa politique d'industrialisation. Je peux vous dire que les entreprises qui ont été citées, sans trahir de secret, font l'objet aujourd'hui d'un plan de restructuration. Et donc, l'idée, c'est de faire revivre ces entreprises. Je ne dirais pas plus, parce que ce sont des discussions qui sont menées au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du Premier ministre, faire en sorte que toutes ces industries-là puissent donc reprendre. Déjà, avec le ministère de l'Enseignement technique, nous avons, à titre, je peux dire, transitoire ou provisoire, permis à ces usines de fonctionner à travers des jeunes qu'on a recrutés, qui ont été mis en stage au sein de ces entreprises, en entendant qu'il y a une restructuration beaucoup plus importante. Mais il ne s'agit pas seulement de ces industries. Il s'agit aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire qui est en train de se donner des zones franches un peu partout, d'avoir des zones industrielles un peu partout, d'offrir de véritables opportunités d'insertion des jeunes dans le secteur, dans différents secteurs d'activité. Merci, monsieur le ministre. Je voulais rester dans la même veine. Vous dites à quoi ramène le statut national de l'étudiant entrepreneur,
qui fait partie d'un de vos dispositifs. Oui, c'était... Alors, vous avez le statut de l'entrepreneur qui donne des facilités à des jeunes qui bénéficient de ce statut. Ce sont des jeunes, par exemple, qui vont bénéficier d'une taxation unique qui part de 2,5 à 5% au maximum selon donc, le chiffre d'affaires réalisé. Mon collègue de l'enseignement supérieur et moi-même avons pris donc, un arrêté interministériel pour créer le statut donc, de l'étudiant entrepreneur. Il s'agit donc d'initier les étudiants dans nos universités donc, à des programmes en entrepreneuriat, leur permettre donc, de mettre en évidence leur talent, leur savoir-faire et leur permettre aussi d'avoir des facilités en termes donc, de formation et de suivi. Merci, Monsieur le ministre. Qu'est-ce que les jeunes attendent du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de tout le gouvernement pour les 6 prochains mois? Cette question, Davis Oyo l'a posée à quelques Ivoiriens dans les rues d'Abidjan et de Bouaké. On écoute leur réponse. Bon, je pense que c'est l'engagement de l'État pour la jeunesse, c'est déjà une bonne chose. Comme il reste 6 mois, il faudrait que l'État sensibilise encore plus, il faudrait que la sensibilisation soit intense pour que tout le monde puisse être informé. Parce qu'il y a des zones où ils ne sont même pas informés de cet engagement de l'État, de cette opportunité que l'État donne à la jeunesse. L'État ne devrait pas se limiter qu'à s'investir plus dans l'entrepreneuriat. Mais il faut aussi pousser cette jeunesse-là à être les décideurs de demain. Il faut aussi emmener cette jeunesse-là à être des acteurs de la politique et les acteurs de grands départements ici, dans cette nation-là. Il faut vraiment qu'on sente dans cette deuxième partie de l'année 2023 que cette année-là appartient véritablement à la jeunesse. Donc nous attendons encore plus de l'État. Pour les derniers 6 mois qui restent, je souhaiterais que le gouvernement permette aux jeunes de bénéficier des formations d'abord et avoir des diplômes qualifiants. Cela pourra les permettre d'accéder à des grandes portes. Parce que les entreprises, par exemple, qui sont bien structurées, qui voudraient rencontrer des travailleurs de qualité, mais qui ont des diplômes. Donc il faudra avoir une formation qualifiante avec des diplômes à l'appui. Comme ça, face à une grande entreprise, il n'y a pas de problème. Je veux que la jeunesse de Bouaké travaille. Il y a beaucoup de jeunes, mais on n'a rien pour travailler. J'aimerais que le président mette en place des programmes de financement pour le projet et des étudiants qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir mener leurs activités. Nous voulons demander au ministère de la Jeunesse qui vraiment il facilite l'accès au prêt et le processus même pour avoir le prêt. Lorsqu'on demande d'envoyer nos projets, quand on envoie les projets, on nous dit qu'il y a tellement de montages que finalement c'est difficile, finalement on abandonne. Monsieur le ministre, l'accès au Oui, prêt, mais c'est légitime tout ce qu'ils disent. Hein, mais il y a déjà certaines préoccupations qui ont déjà une réponse ou un début de réponse. Vous savez, sur l'accès à l'information, nous avons un site. Les différents ministères pour différents programmes informent sur le site. Nous avons 201 guichets emploi, parce que nous avons travaillé le président Luvic aussi pour ouvrir des guichets emploi dans toutes les communes. Même mieux, puisque là, il s'agit des communes. Il y a 1 mois et demi à peu près, avec le soutien de mon collègue ministre donc, de l'Intérieur et de la Sécurité, nous avons mobilisé plus de 500 sous-préfets à l'effet de faire en sorte que les sous-préfectures, donc en milieu rural, pour reprendre votre préoccupation, soient des points de contact. Donc aujourd'hui, les jeunes peuvent se rendre dans les mairies pour accéder donc aux différents dispositifs, peuvent se rendre dans les sous-préfectures, peuvent le faire en ligne parce que nous avons digitalisé. Il faut juste que les jeunes aillent à l'information et acceptent donc d'aller à la rencontre donc, des opportunités. Maintenant, sur les formations, nous avons des programmes en cours. Hein. Quelqu'un a parlé de l'accès au financement, mais le gouvernement vient de lancer il y a à peine 3 semaines donc des financements à hauteur donc, de 13 milliards de francs CFA pour 13 600 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Les inscriptions continuent. Donc je leur demande d'aller sur tous les lieux que je viens de citer. Guichet emploi, agence emploi jeune, sous-préfecture, pour aller soumettre leurs différentes idées de projets. Nous avons facilité aujourd'hui l'accès au financement. Mais même en facilitant l'accès au financement, on est obligé quand même de prendre un minimum de précautions. Parce que l'idée n'est pas aussi donc, de gaspiller donc, des ressources publiques. Et donc, tous ces jeunes qui veulent faire des projets, mais qui n'ont pas de formation, parce que la formation, elle est importante. C'est même une garantie donc, au succès dans ces programmes. Vous avez Côte d'Ivoire PME, qui aujourd'hui dépend du ministère donc, des PME, qui est là avec les structures techniques de l'Agence emploi jeune pour aider donc, ces jeunes-là dans leur processus donc, de formation
etc. Donc voilà un peu ce qui a été fait. Et je vais le dire, avant de laisser peut-être la parole, ce sera ma conclusion. Non, pas encore. Ah bon, d'accord, ok. Monsieur D'accord. le ministre, Donc, quelles sont les perspectives, vous, à votre niveau? Oui, je crois qu'au niveau des perspectives, il y a deux aspects. Lorsqu'on prend l'école de la deuxième chance, c'est de redéployer nos programmes du sud vers le nord et couvrir tout le territoire. Je crois qu'on a un grand programme en apprentissage qui va concerner près de 6 000 jeunes et qui sera redéployé. On a aussi le programme que nous construisons avec le ministre en charge de la jeunesse qui concerne aussi la grande distribution que nous allons redéployer très rapidement. Mais au niveau même de la formation initiale, moi je pense que c'est là que va se situer le problème. Vous avez parlé de 22 millions de jeunes en 2021. Ils seront 44 millions en 2046, dans 25 ans. Si on continue sur le même schéma, on n'arrivera jamais. Donc il faut changer la structure de formation, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez le système de formation jusqu'en troisième, une grande partie de ces jeunes va aller, pour le moment, dans les formations de type général. Avoir un bac A1, un bac A2, un bac C, un bac D et aller à l'université. Ces jeunes vont venir grossir l'école de la deuxième chance parce qu'ils n'ont pas la compétence. Mais l'idée, dans quelques années, il faut changer le paradigme. Il faut changer la façon de faire, de former les jeunes. Aller vers la formation technique, la formation professionnelle, en lien avec le secteur. On va à la formation, à l'enseignement général. À l'enseignement général. Mais il faut davantage de jeunes orientés vers la formation technique, la formation professionnelle, leur donner le métier, leur permettre d'avoir à s'employer eux-mêmes ou aller dans l'industrie pour s'employer, se faire employer. Les techniciens. Je crois que la formation à la compétence sera la clé de la stabilité et de la réussite pour les jeunes dans l'avenir. D'accord. Monsieur le ministre, avant d'en venir à vous, Monsieur Danho, dites-nous, quelle est votre politique nationale du sport? Non, je ne parle pas de politique nationale du sport parce qu'on va refaire le débat complètement. Je vais parler peut-être des perspectives, pour rester dans les perspectives. Aujourd'hui, vous avez noté que le sport a une valeur transversale. Et elle peut aider à consolider notre tissu social et à resocialiser les jeunes en leur donnant des repères. Nous allons donc poursuivre avec les Agora. Nous allons faire en sorte que le programme qui a été lancé pour les 5 000 jeunes, nous puissions le dupliquer, l'amplifier dans les 3 prochaines années pour que les jeunes aient des perspectives dans les métiers du sport qui deviennent, le sport qui devient aujourd'hui une industrie et une économie florissante. Nous devons faire en sorte, et ça c'est vraiment important, que sur l'ensemble du territoire national, il y ait l'égalité des chances d'accès aux infrastructures sportives. C'est pour cela que le programme du Précis va être accéléré avec les Agora pour que sur l'ensemble du territoire national... Le Précis, il faut le dire, hein, le programme de réhabilitation. Le programme de réhabilitation, de construction et d'équipement des infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Il est important qu'il n'y ait pas de désert en matière d'infrastructures sportives. Donc nous devons poursuivre sur l'élan et ensuite optimiser tout ce que nous avons comme infrastructures sportives issues de la CAN. Nous devons faire en sorte que ces joyaux soient non seulement maintenus, mais soient exploités et optimisés. Donc ça, c'est la perspective. Mais n'oublions pas quelque chose, c'est que le sport, par sa valeur transversale, doit nous aider à resocialiser et à maintenir l'amour de la patrie et permettre aux jeunes de se sentir avant tout responsables dans notre société et se détourner des vices, se détourner des actes de violence et se détourner de tout ce qui conduit vers l'oisiveté, mais aller vers le travail. C'est important aujourd'hui de mettre en place tous ces programmes, mais si nous n'avons pas un socle solide de réarmement moral de la jeunesse, si nous ne donnons pas de repères aux jeunes, nous allons agir pour rien du tout. Science sans conscience, disons-nous, est ruine de l'âme. Donc il faut donner donc des assises solides à la jeunesse, des repères. Et ces repères, c'est à travers souvent l'élite sportive, à travers des succès, mais c'est aussi à travers la promotion des valeurs. Donc ce que nous pouvons dire en ce qui nous concerne, c'est cela. Marquez-vous. Oui, en termes de perspective. Oui, on va y aller, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Pour les 6 prochains mois et au-delà, qu'est-ce qui nous attend? De très bonnes nouvelles pour la jeunesse. On vous a déjà dit ce qui a été fait et je voulais rappeler les grands chiffres. En 6 mois, plus de 51 000 jeunes ont pu avoir une opportunité de formation. En 6 mois, plus de 31 000 jeunes ont pu avoir une opportunité d'insertion professionnelle. En 6 mois, 14 000 jeunes ont pu avoir une opportunité de financement de projets. Quelles sont les perspectives? Le gouvernement a lancé déjà dans ce mois de juillet donc des financements donc de projets pour 35 600 jeunes.
le gouvernement a lancé un programme dans des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour 15 900 jeunes. Tous ces programmes sont en cours. Donc, pendant que je vous parle, les jeunes peuvent aller partout, dans les sous-préfectures, dans les mairies, pour s'inscrire. Nous avons lancé 10 000 jeunes dans le cadre du programme de volontariat pour accompagner le COCAN, donc dans la Cannes. Mais dans 2 mois, c'est 20 000 jeunes qui seront recrutés par le gouvernement. Autour donc, du 12 août, nous lançons un programme qui avait été initié par le chef de l'État dans les années 92, qui vient donc dans le chapitre amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est 100 000 jeunes qui vont bénéficier d'une carte jeune. C'est quoi la carte jeune? Ce sont ces jeunes qui, détenteurs de cette carte, pourront avoir des réductions dans tous les secteurs d'activité. Donc, pour dire que le programme a été lancé par le chef de l'État au 31 décembre, le programme a commencé depuis le 1er janvier. Concomitamment à la conception de ce programme cohérent, il a été adopté en réalité le 22 mars. Donc, depuis le 22 mars, tous les 20e ministères sectoriels mettent en œuvre ce programme. En réalité, voici le résultat obtenu depuis le 22 mars. Nous sommes maintenant au passage à l'échelle. Vous verrez que depuis le mois de juillet, c'est des vastes programmes en des dizaines de milliers de jeunes qui sont lancés. Et je voudrais encore une fois inviter la jeunesse ivoirienne à se mobiliser pour aller saisir ces opportunités qui s'offrent à elle. Je voulais compléter ce qu'a dit M. le ministre avec une initiative spécifique. En ma qualité de ministre des Sports, j'avais parlé un peu des opportunités. Je voulais parler un peu, en ma qualité de président de l'UVIC aussi. En liaison avec le ministère en charge de la jeunesse, un programme spécifique a été mis en place pour la mise en place des unités communales de sécurisme. Vous savez qu'avec les changements climatiques, nous avons des risques de catastrophes. Aujourd'hui, avec les pluies, les inondations et les unités communales de sécurisme, c'est 1000 jeunes qui ont été sélectionnés au mois de juin, qui ont été formés avec l'appui des sapeurs-pompiers et de l'ONPC. Ces 1000 jeunes sont en cours de préparation, ont terminé leur formation et seront présentés à partir du mois de 14 août au ministre en charge de la jeunesse sur l'esplanade du district. Ils seront équipés, il y aura 1000 kits et ils seront redéployés dans les collectivités pour constituer ces unités communales de sécurisme, pour prévenir, pour assister et pour orienter les populations à quitter les zones à risque. C'est un acte majeur qui vient, dans le cadre du PJGouv, soutenir les collectivités, en commençant d'abord par le site d'Abidjan et qui va s'amplifier sur l'ensemble du territoire national. Alors, Hamza, je m'en voudrais de ne pas donner 2 chiffres importants. Allez-y. Dans le cadre de ce programme, au niveau donc de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, nous avons 110 000 boursiers à traiter cette année. Avec les chiffres que nous avons de l'éducation nationale pour les 6 premiers mois, ce sont 31 322 boursiers. Donc nous sommes à 31 322 boursiers sur le titre donc de 100 000. Je m'en voudrais aussi de ne pas donner ce deuxième chiffre important. Beaucoup de jeunes sont exclus de l'ensemble de nos programmes par manque de pièces d'identité. Puisque pour accéder à ces programmes, il faut justifier être ivoirien. Or, pour être ivoirien, il faut une pièce nationale d'identité. Dans le cas du PJGouv, le gouvernement a décidé de faciliter l'accès à 1 million de jeunes donc à la carte nationale d'identité. Et à date, nous sommes à 326 613 jeunes qui ont pu accéder donc à la carte nationale d'identité, leur ouvrant les perspectives en termes de session possible. Merci, Monsieur le ministre. Un tout dernier mot aussi, oui. En 30 secondes, allez-y. En 30 secondes, je voudrais quand même rassurer les jeunes, que surtout ceux qui arrivent en classe de 3e, qu'il y a un certain nombre de formations professionnelles à leur portée, notamment dans le secteur de l'industrie du commerce, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la culture, dans le secteur du sport, comme le ministre vient de le dire, du tourisme. Et donc, il faut seulement se renseigner pour qu'à la fin de la classe de 3e, aucun élève n'aille à la rue, mais soit en formation professionnelle. Merci, Monsieur le ministre. Et vous avez parlé en tant que Monsieur le maire, mais en tant que Monsieur le ministre des Sports, il faut dire que vous songez à installer un musée des sports au sein du stade. Mais en fait, les stades ont été conçus comme des centres d'exploitation multifonctionnels. Le stade n'est pas simplement un lieu de jeu. Aujourd'hui, c'est un lieu où on peut avoir des activités économiques, à savoir des galas, des conférences. Et à l'intérieur de stade, notamment le stade Félix Houphouët-Boigny, il est prévu de la création du musée des sports de Côte d'Ivoire pour
pérenniser la mémoire de toutes les anciennes gloires et de toutes les victoires, pour que tout cela serve de repère aussi, parce que le musée, c'est cela, servir de repère. Merci. Alors, si nous devons, je pense qu'il faut conclure. C'est fini, là. L'émission est terminée. Oui. Bon, je voudrais quand même dire un On ne va petit pas la mot. refaire, non. Non, mais je sais, je voulais quand même dire un petit mot avec votre permission. C'est qu'au thème de cette émission, qui a été riche en échanges, mon souhait, c'est que la jeunesse de Côte d'Ivoire sorte du scepticisme. Nous avons l'opportunité aujourd'hui, face aux nombreuses menaces qu'il y a dans le monde, nous avons l'opportunité, grâce à la vision du président de la République, d'avoir un programme concret, le programme jeunesse du gouvernement, qui donne de nombreuses initiatives. Nous pensons que nous devons saisir ces opportunités pour prendre notre destin en main en tant que jeunes. Mais je saisis l'opportunité en tant que ministre des Sports pour dire que le président de la République nous offre, en cette année 2023, année de la jeunesse, une compétition internationale. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité. Ça sera l'occasion pour nous, fiers Ivoiriens, de montrer la vraie nature de notre pays. L'hospitalité. La terre d'espérance, le pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité. Merci, monsieur le ministre. Je faillis dire monsieur le maire. Vous êtes maire, député, ministre. Merci, monsieur le ministre. Au nom de l'incompatibilité, il n'est pas député. Donc, monsieur le ministre n'est pas député, puisqu'il ne peut pas... Monsieur le ministre, merci beaucoup. Monsieur Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Monsieur Nguessan Kofi, ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. Monsieur Paulin-Claude Danhaut, ministre des Sports. Grand merci à vous trois. Grand merci d'avoir pu vous dégager pour être sur notre plateau ce soir, pour parler à ces millions de jeunes en qui ce PJGouv suscite tant d'espoir. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, vous qui avez pris plaisir à nous suivre, on l'espère. Nous avons pris grand plaisir à vous la présenter, en tout cas cette émission, marquez-vous et moi. Mais rien n'aurait été possible sans les équipes techniques et rédactionnelles, avec à leur tête Koné Lanciné, le directeur des magazines d'information, et la rédactrice en chef Afi Dosso. Merci à ma réalisatrice Awa Savadogo Touré, à toutes celles et ceux qui l'ont aidé dans sa tâche, et ils sont très nombreux là-haut pour vous servir. Vous êtes sur RTI 1 et nous ne sommes pas leaders pour rien.